connectés. Et donc, c'est pas comme ça qu'on motive les troupes. Et je pense que Patrick l'a répété en suffisance, Fortify le dit aussi régulièrement dans ses interventions, nous avons, mais profondément, la capacité de botter en touche ces armées-là, proxy clairement, qui nous agressent. Même sans la puissance de feu, même sans les moyens militaires des autres pays. Nous avons cette capacité-là. Mais malheureusement, il faut qu'elle puisse être enclenchée, qu'elle puisse être déclenchée. Et donc, nous sommes en train de nous faire avoir, même en termes de guerre communicationnelle, puisque c'est aussi une guerre qui est menée sur le terrain. Quand on regarde la diplomatie rwandaise, dans toute l'Afrique même, on voit comme c'est dramatique. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se déplacer aussi en tant que Congolais, de pouvoir expliquer aux autres Africains, de pouvoir expliquer au pouvoir des autres pays ce qu'il se passe réellement. Parce que on se rend compte, quand on voit le président Diomaye Faye qui va s'asseoir tout sourire pour regarder un match de basket avec Paul Kagame, mais ça en dit long. Il ne pourrait jamais aller faire ça avec un Netanyahou. Parce que ce sont des gens qui savent communiquer sur ce qui leur arrive, et que nous avons une grande latence en termes de diplomatie. Nous avons des personnes. Et puis tu disais tout à l'heure, tu disais, mais finalement, est-ce que les intellectuels congolais, la diplomatie, ils peuvent bien croire en la diplomatie, mais nous savons aujourd'hui que cette diplomatie, c'est un instrument pour servir les intérêts des puissances qui elles, agissent de façon réaliste, avec dans la tête cette nécessité d'être des puissances coercitives, parce qu'elles savent que c'est comme ça qu'elles vont pouvoir s'en sortir dans cet ordre social mondial. Il y a que nous pour pouvoir encore croire que nous allons nous en sortir avec de la diplomatie. En plus, comme Patrick le disait, avec une diplomatie où nous acceptons que le FDLR, c'est-à-dire le leitmotiv principal du Rwanda, soit accepté comme existant déjà, parce que les FDLR n'existent pas, ce n'est pas une menace pour le Rwanda. Et donc on accepte ça, de négocier, d'avoir des documents dans lesquels on mentionne qu'effectivement, c'est vrai que le M23 devrait se retirer, mais les FDLR prennent plus de place. C'est-à-dire que les FDLR seraient soi-disant une menace. Il faut rappeler ce que le général Kayumba avait expliqué. C'est-à-dire que c'est lui qui recrutait ces soi-disant FDLR qui étaient formés dans l'armée rwandaise au Rwanda. Et il se pose la question, mais pourquoi est-ce que quand ils passent la frontière pour entrer au Congo, tout d'un coup, ils deviennent l'ennemi et une menace pour le Rwanda, alors qu'en réalité, ils sont complètement téléguidés par Kigali. Donc ça, c'est vraiment des choses, on peut pas faire de la diplomatie correctement. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a une ministre des Affaires étrangères qui a accepté, qu'on ait accepté, nous, le Congo, de signer des documents dans lesquels on met encore que les FDLR seraient une menace pour le Rwanda. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses comme ça à repenser. Nous avons des têtes pensantes, nous avons des stratégies qui sont mises au point depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans la société civile, en tant que canaliste, en tant qu'intellectuel congolais, en tant que leader même dans la société civile, à un moment donné, il y a une forme de plafond de verre. Donc, le soulèvement est nécessaire, mais en même temps, vous avez un pouvoir qui fait en sorte que toutes les voix un petit peu dissidentes, qui remettent en question les méthodes médiocres du gouvernement, puissent être arrêté. Fortify a été torturé il y a pas si longtemps que ça. Il a été arrêté par le pouvoir. Vous avez des tas de gens qui sont arrêtés tous les jours, des journalistes, etc., des personnes qui doivent partir en exil. C'est-à-dire que c'est très compliqué de pouvoir se lever en tant que peuple, parce que l'ennemi du peuple congolais, c'est le pouvoir congolais, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est les États-Unis. Donc, il faut vraiment une organisation. Voilà. Si je peux placer quelque chose par rapport bien à sûr, bien sûr. Maud. Vous savez, le problème, c'est pas la diplomatie. Encore une fois, j'insiste, le problème, ce sont les gens qui sont à la tête de la diplomatie congolaise. La Russie appelle souvent privilégier la diplomatie tout en tapant, en continuant à taper l'Ukraine et ses parents. Parce que les relations internationales sont régies justement par ces genres de réalités. C'est-à-dire que discuter ne veut pas dire cacher le bâton. On peut discuter la force comme le bâton, exactement. La force comme pression politique. Exactement, parce que la force est un instrument de la diplomatie. Et ce n'est pas pour rien que les Européens répètent comme des perroquets, nous devons donner des moyens militaires à l'Ukraine pour lui permettre d'être en position de force à la table de discussion, à la table des négociations. Et donc, le gros problème du Congo ici,
ce n'est pas le fait de faire de la diplomatie. C'est qu'ils ne sont même pas capables de comprendre les enjeux auxquels leur pays est confronté. Je parle des autorités. Quand vous parlez de cette histoire de FDLR, Maud, il suffit de lire, je ne veux pas m'en vanter, mais j'ai quand même écrit des livres là-dessus pour expliquer en détail toute la stratégie du Rwanda. En détail, y compris sur la question des FDLR. Mais quand on ne comprend pas les enjeux auxquels son propre pays est confronté, quand on reprend les éléments de langage distillés dans les médias occidentaux, parce que ça c'est l'un des gros problèmes qu'on a en RDC, c'est que les Congolais de manière générale sont très complexés par tout ce qui vient de l'Occident. Il y a un complexe incroyable, surtout au niveau de la classe politique, où l'on est porté à prendre pour argent comptant ce que disent les Occidentaux. Alors, quand on va négocier avec le Rwanda, on ne négocie pas sur la base des faits attestés, mais sur la base de ce qui se raconte sur le Rwanda et son génocide et ses conséquences en RDC. C'est la raison pour laquelle, justement, on privilégie cette approche-là du Rwanda qui parle des FDLR, alors que, depuis 2001, j'insiste, l'ONU a produit des rapports sur la guerre, l'implication du Rwanda, de l'Ouganda en RDC. Dans le rapport du 15 octobre 2002, je crois à la page, 23, si ma mémoire est bonne, les Nations Unies, le groupe d'experts des Nations Unies dit ceci. Le Rwanda a justifié sa présence à l'est de la RDC en brandissant en avançant l'argument sécuritaire. Le groupe d'experts de l'ONU a de nombreuses preuves du contraire. Et ils expliquent en détail toute la stratégie du Rwanda, y compris celle de l'occupation d'une partie du Kivu, pour continuer à exploiter les ressources. C'est dans les rapports des Nations Unies. Maintenant, si vous avez des gens qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas exploiter ce genre de documents dans les négociations avec le Rwanda, à qui la faute? Vous savez, j'ai eu un débat en 2024 lors des 30 ans du génocide avec des Rwandais. Et l'actuel ministre des Affaires étrangères du Rwanda, M. Olivier Nduhungirehe, a fait un long tweet en me répondant, M. Mbeko, il a dit beaucoup de choses. Et les gens m'ont dit, mais le ministre rwandais t'a répondu. J'ai dit non. En fait, c'est parce qu'il a suivi le débat et il a compris que j'avais réduit en miettes tout l'argument développé autour du génocide et de la responsabilité des Hutus. Et le Rwandais n'aime pas ça. S'il y a un terrain sur lequel le Rwandais se montre mais vraiment offensif, c'est celui de la mémoire, autrement dit du narratif. Le génocide est devenu un fonds de commerce important que Kagame mobilise dans les rencontres internationales. C'est ce que j'ai appelé la diplomatie du génocide. Et du côté congolais, on n'a pas été capable de comprendre l'articulation de cette stratégie diplomatique qui se déploie tant sur le plan militaire, mais aussi sur le plan de la mémoire, parce que la mémoire est un élément de la diplomatie aujourd'hui. On le voit d'ailleurs dans la plupart des conflits, surtout avec ce qui s'est passé à Gaza. Et donc, du côté congolais, on est allé signer un accord qui faisait la part belle au Rwanda parce qu'on a reconnu d'abord la réalité d'une réalité qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'on a fait des FDLR les éléments essentiels de la présence rwandaise, alors que les rapports de l'ONU, les rapports de l'ONG, les rapports de nos services de sécurité congolais, y compris les Kagame lui-même, qui disent très clairement que les FDLR n'ont jamais représenté une menace pour la sécurité du Rwanda. Mais nous l'avons intégré. Et nous sommes allés négocier sur cette base-là, au point de nous faire avoir lors des discussions de paix. Je vous ramène encore à la question de la Russie aujourd'hui. Regardez, pour ceux qui suivent ce conflit, vous allez vous apercevoir que les Russes ont une feuille de route qui est très claire sur les questions de garantie de sécurité. Sur l'indivisibilité, justement, de la question sécuritaire. Leur feuille de route est très claire. Ils n'ont jamais changé d'avis là-dessus. Que l'Ukraine gesticule avec ses parents ne change rien à la position de la Russie qui a clairement dit que cette histoire d'OTAN, ils ont décidé de l'analyser de manière globale. Pendant des années, ils ont accepté d'avaler le coup. Là, ils se sont montrés patients. Maintenant, c'est fini la patience. Il y a l'opération militaire spéciale. Et sur la table, ils ont posé des conditions qui avaient été soumises à l'époque au président Biden en Suisse, lorsque le président Poutine a rencontré le président Biden. Allez relire ce document. C'était une analyse globale des enjeux sécuritaires auxquels la Russie est confrontée. Mais dans le cas du Congo, quand vous lisez l'accord qui a été signé, mais ce sont les desiderata du Rwanda qui ont été repris.
au détriment de la RDC. Et ça, c'est pas la faute justement du Rwanda, c'est la faute de ceux qui dirigent. Ce n'est pas la faute de la diplomatie, c'est la faute de ceux qui conduisent la diplomatie congolaise. Ce n'est pas la faute de l'armée, c'est la faute du haut commandement qui n'est pas capable d'articuler des stratégies capables de mettre fin à la nuisance que représente aujourd'hui l'armée rwandaise. Donc, en gros, si je comprends bien, l'armée, je ne veux même pas dire l'armée, les autorités comprennent, mais il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a pas de coordination nationale. Il n'y a rien. L'État est corrompu. Une minorité s'enrichit. Et pendant ce temps, les populations meurent à l'est du Congo. Mais si on arrive à ce stade, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution à faire. C'est que l'État actuel, le gouvernement actuel parte. Je pense qu'à un moment donné, il faut être radical dans ce débat. Il faut être quand même structuré dans nos idées. Parce que le problème, il est d'abord interne. C'est ce que nous comprenons. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas la crise en RDC, mais lorsqu'on vous écoute, le problème, il est d'abord interne. Et pour résoudre ce conflit, il faudrait déjà corriger tous les problèmes qui gravitent autour de l'État. C'est-à-dire la personne même qui a la tête du commandement. Parce qu'à un moment donné, il faudrait comprendre que il n'y a pas de coordination. Il n'y a rien. Parce que un an, Goma aujourd'hui, sous contrôle de rebelles, 30 ans de guerre, on a comme l'impression que cette guerre enrichit même plutôt, ça profite même à des acteurs locaux. Nous avons comme l'impression que tant que cette guerre continue, ça arrange certaines personnes. Nous avons même comme l'impression qu'il y a des Congolais qui sont en phase avec ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Il y a des Congolais qui sont d'accord qu'aujourd'hui, cette guerre continue. Peu importe le nombre de milliers ou de millions de morts que ça occasionnera. Ils sont en phase avec ce qui se passe là-bas. Mais ça revient à vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière brutale? Quelle action il faut mener pour renverser la table? Parce que je pense que la RDC est arrivée à un point culminant où le dialogue, les débats, à un moment donné, il faut que ça cesse. Les Congolais ne vont pas débattre pendant 30 ans supplémentaires. Ça fait 30 ans aujourd'hui que le Congo subit cette crise. Ça fait 30 ans aujourd'hui que les gens pleurent, leurs parents, leurs enfants, leurs sœurs. Est-ce que nous allons continuer à débattre? Est-ce que nous allons continuer à dialoguer? Est-ce que nous allons continuer à nous poser des questions? Est-ce que nous allons attendre que le sauveur vienne de l'extérieur alors que soi-disant ce sauveur, il est là pour nous piller? Oui, Quelle serait la solution là? Oui. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on débat, on discute et tout ça, c'est pas ça le problème, c'est qu'on débat sur quoi? La vraie question, c'est on débat sur quoi? Si c'est pour partager les postes, si c'est pour s'entendre sur les ministères comme on l'a fait en 2002 justement, on est allé discuter de paix, mais pour partager des postes. Donc si on le fait, c'est tout à fait normal qu'on arrive à la même situation. Le problème, ce n'est pas le débat ou les discussions internes, c'est ce que vous posez sur la table des discussions. C'est la nature de discussion et les objectifs poursuivis lors des discussions. Encore une fois, je renvoie à la question russe parce qu'elle est d'actualité. Les Russes ont accepté de discuter, mais ils ne vont pas discuter sur n'importe quoi. Ils l'ont fait comprendre aux Américains, Donald Trump. Le problème n'est pas de discuter, on va discuter sur quelle base? Est-ce qu'on va les discuter pour partager des postes? Et à un moment donné, il faut être radical. Si ceux qui sont là ne font pas l'affaire, mais il faut tout balayer. Ça, il faut le dire très clairement. Il faut avoir les personnes qu'il faut, place qu'il faut. C'est ça le problème que nous avons. Parce que pour moi, l'agression rwandaise fait partie des relations internationales. Les relations internationales sont régies parfois par des logiques un peu bizarres. On peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire que les gens, voilà, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Je dois rappeler un détail important, au risque de choquer certains Congolais. Vous savez, à l'époque du Zaïre, du Grand Zaïre, c'est le Zaïre qui régentait la politique régionale, hein. La guerre en Angola, le Zaïre a pris part à la guerre en Angola. Au Burundi, au Rwanda, c'est le Zaïre qui décidait. Je dois rappeler que quand les Britanniques ont décidé de soutenir le rebelle Yoweri Museveni, ils sont venus chercher l'aval du Zaïre du président Mobutu. Et la personne qui était chargée de discuter de cela, c'est la personne avec qui j'ai coécrit le livre Stratégie du code du mensonge, M. Noring Banda, qui était le chef des services secrets, le conseil spécial du président Mobutu en matière de sécurité. Donc, à un moment donné, le Zaïre a joué le rôle que le Rwanda joue aujourd'hui d'une certaine manière. Donc, à un moment donné, il faut avoir les personnes qu'il faut, place qu'il faut. Quand on regarde l'AES, c'est de pas faire des miracles, mais il y a une certaine vision.
les gens qui sont là ne sont pas parfaits, mais ils ont une certaine vision de leur pays et de ce qu'ils veulent pour leur peuple. Ce n'est pas le cas dans le cas de la RDC. Et donc, la solution la plus radicale, c'est de balayer tous ceux qui sont là, pas seulement au pouvoir, y compris ceux qui sont dans l'opposition de la société civile. Parce qu'on a une partie de la société civile, parce qu'on a une société qui a été phagocytée, qui a été clochardisée à un point tel que les Congolais sont devenus un danger pour eux-mêmes et pour leur pays. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous dites qu'il y a des gens qui s'associent au M23, c'est vrai. Il y en a qui s'associent au M23 parce qu'ils sont fatigués du régime du président Tshisekedi. Il y en a qui s'associent par opportunisme politique ou même en s'attendant à un retour financier. Et du côté du Congo, du côté du gouvernement, il y a ceux qui soutiennent le gouvernement pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de conviction. On le fait parce qu'on veut se positionner dans le pays, avoir un poste ou avoir de l'argent. C'est le mécanisme psychique aujourd'hui de la plupart, de la grande majorité des Congolais. Et puis nous devons aussi garder à l'esprit que le changement n'a jamais été l'affaire de la masse. C'est l'affaire d'une minorité consciente et agissante. Et c'est cette minorité consciente et agissante qui doit se battre pour prendre la relève et conduire ce pays-là. Je pense que politiquement, c'est ça qu'il faut aujourd'hui à la RDC. À défaut, en tout cas, de trouver une solution bonne pour l'instant. C'est ce qu'il faut, de manière radicale à la situation actuelle. Alors, Fortify, est-ce que tu partages ce point de vue? Alors, moi, je serais beaucoup plus stratège. Je ne dirais pas qu'il faut directement dégager le régime actuel, parce que on a un problème d'alternative en ce moment. C'est-à-dire que si aujourd'hui on met Tshisekedi dehors, on ne sait pas qui va le remplacer, on ne sait pas qui porte un réel projet politique souverainiste. C'est ça le problème du Congo depuis 60. Nous avons des acteurs politiques qui pensent que le Congo, en tout cas que ce soit de la majorité ou de l'opposition, tous pensent que le Congo est une boutique des puissances mondiales, et donc dès qu'ils accèdent au pouvoir, ce sont tous des managers, des gestionnaires, ce ne sont pas des dirigeants qui viennent pour conduire la politique nationale d'une nation. Et donc quelque part, si on entre dans cette logique de vouloir dégager le régime actuel pour le dégager, on tombera dans l'erreur précédente avec Kabila. Donc on a fait partir Kabila, et puis par après nous avons eu un monsieur qui n'est pas aussi à la hauteur. Et donc ce que je suggère, et je serai d'ailleurs en accord sur ce point-là avec monsieur Mbeko, c'est qu'il y ait cette minorité consciente, férue d'histoire, qui comprend les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques, qui met en place une action stratégique pour la conquête du pouvoir, parce que la conquête du pouvoir, c'est pas une question de quelques mois, de quelques années. Cela recommande une certaine massification de l'idéologie que vous portez au sein de la masse pour que celle-ci ne puisse pas être déconnectée de votre projet politique. C'est tout un processus politique. Donc, il faut d'abord commencer par mettre en place un véritable projet politique qui va constituer l'alternative à ces régimes, parce que si nous laissons la chaise vide, et la chaise vide, je crains qu'il puisse y avoir un autre agent du Rwanda qui puisse remplacer Tshisekedi à la tête de l'État. Donc il faut quand même qu'on soit beaucoup plus réaliste sur cette question qui nécessite quand même une grande réflexion. Vas-y. Mais Monsieur Fortify, cette minorité est déjà là. Elle n'est pas absente, elle n'est pas inconnue, je pense. Hein. Mais, voilà, mon frère. C'est la raison pour laquelle, lorsque je commençais mon propos, j'ai parlé de la responsabilité de la nouvelle génération. Et on peut beau critiquer la classe politique actuelle, mais il faut aussi reconnaître le tard qui existe au sein de la nouvelle génération politique. C'est donc au sein de la nouvelle génération, il n'y a pas une certaine, on va dire, une certaine union qui permet à ce qu'il puisse y avoir un véritable projet politique, parce que monsieur Mbeko peut bien porter ses projets politiques ou peut avoir de bonnes idées, mais s'il y a quelque part une désunion au sein de cette nouvelle génération, il n'y aura pas un aboutissement concret. Donc c'est là commence la raison pour laquelle nous, au début de l'année, nous avons proposé la mise en place d'un laboratoire d'intelligence stratégique qui va réunir le monde scientifique congolais, le monde
entrepreneurial et le monde politique, ça veut dire que quand je parle de la nouvelle génération, et quand je parle de la nouvelle génération, je ne parle pas forcément de la jeunesse, parce que la jeunesse ne veut rien dire en politique. Il y a ceux qui sont jeunes et qui font la politique avec des idées mortifères, mais il faut qu'il y ait justement la collaboration entre ces trois mondes, le monde scientifique congolais et la véritable science, la véritable intellectualité qui répond justement aux problématiques profondes du pays, et le monde entrepreneurial, parce qu'il faut bien évidemment une force économique et les mondes politiques pour mettre en place un projet politique que nous allons justement promouvoir au sein de la société, parce qu'il faut véritablement préparer l'alternative avant de créer le chaos. Vous ne pouvez pas créer un chaos dont vous n'avez pas le contrôle, et c'est extrêmement dangereux. D'accord. Il a raison. Il a raison. Fortifier a raison dans la mesure où moi j'entends souvent les gens dire il faut chasser Tshisekedi. Il faut faire très attention parce qu'on l'a dit de Kabila, on a vu le résultat. On l'a dit aussi du maréchal Mobutu, on a vu le résultat. Il ne s'agit pas seulement de chasser pour chasser. C'est quoi l'alternative? Que voulons-nous en tant que Congolais pour ce pays? Et dans un pays où la majorité des gens est clochardisée, il faut faire extrêmement attention. C'est même pas une question de jeunesse ou d'être vieux ou pas. C'est d'avoir les personnes qu'il faut, encore une fois, aux places qu'il faut. Et en ce sens, il faut être, comme l'a dit Fortifié, je suis d'accord avec lui, il faut être stratégique. Vous comprenez que moi, il y a des questions auxquelles je ne peux pas donner de réponse très claire sur TikTok, mais il y a des réflexions qui sont faites. Et cette approche stratégique est essentielle, surtout dans le cas du Congo, parce que nous sommes confrontés à ce problème interne dont on a parlé, mais on est confronté à des forces au niveau régional et international, parce qu'au fond, les Rwandais, les Ougandais ont des ambitions, les Angolais et les Zambiens l'ornent du coin de l'œil, et vous avez à l'état supérieur les Chinois et les Américains qui se font la guerre sur notre territoire pour le contrôle de nos ressources. Et donc, quand vous êtes dans cette configuration, il faut redoubler, même tripler, il faut redoubler de vigilance et être très, très stratégique pour se positionner dans cet environnement hautement sensible, parce que les uns et les autres se positionnent en fonction de leurs intérêts. Aujourd'hui, je veux peut-être faire une petite révélation, on voit des gens arrêtés, mais il faut que les gens comprennent aussi que au Congo, il n'y a pas que les services de renseignement congolais. Il y a des services de renseignement de certains pays qui agissent et qui neutralisent certains opposants ou certaines personnes pour le compte de tel ou tel autre mouvement politique, le régime ou les gens au niveau de l'opposition. Je le sais pour avoir eu des discussions avec des gens au niveau de l'appareil sécuritaire. Et donc, vous vous retrouvez dans cet environnement-là, dans un Congo où, je dois rappeler, ce sont les documents de Snowden, Edward Snowden, le Congo est le pays le plus surveillé en Afrique. Bon, regardez la situation de ce pays-là par les services de renseignement américains quand même. Vous avez des pays comme l'Égypte qui sont très importants, mais on vous dit que c'est le Congo qui a été pendant longtemps le pays le plus surveillé par le service de renseignement américain. Et donc, ça vous donne une idée des enjeux auxquels le pays est confronté, donc des enjeux qui ne sont pas seulement internes, mais qui sont régionaux, des enjeux qui sont régionaux et puis internationaux et qui nécessitent justement une approche très intelligente et très stratégique pour pouvoir renverser le rapport de force et même la situation sur le terrain. Bonsoir Yenenga, est-ce que tu as des questions? Ou si tu veux bien sûr apporter ta pierre à l'édifice. Otep, bonsoir à tous. Merci infiniment, c'est un honneur pour nous. Il y a un petit préambule que je veux vous partager. Vous me reprendrez et bien évidemment, je suis montée pour une question pour vous. Si on s'aperçoit que tout cela, et vous l'avez très bien résumé, tout cela est permis grâce à une colonisation mentale. Et on se retrouve dans les commentaires ou nous-mêmes avec un constat qui est que eh bien tout cela est possible puisque le Congo est ce qui se passe au Congo concernerait que le peuple congolais. Mais on sait que pour nous piller et nous massacrer, ils savent s'unir. C'est-à-dire que personne ne peut se permettre d'aller attaquer l'Allemagne, l'Italie ou la Grèce comme ça. Et je me demande, je ne l'attends pas de nos gouvernements puisque ceux-ci ont été mis en place pour bien maintenir tout ça. Mais je me demande à nous tous, plutôt à ceux qui sont sur le dans le live, pas vous qui êtes sur le panel,
Mais comment nous n'arrivons pas à comprendre cela et nous unir et comprendre que lorsque l'on attaque le Congo, c'est pas les Congolais. On a attaqué le Burkina, on a attaqué le Mali, on a attaqué la Côte d'Ivoire, on a attaqué les Sénégalais. Et depuis toujours, tout le temps, on a toujours ces mêmes manœuvres où cette division, on se considère de l'AES quand c'est bon, mais quand c'est mal, on se considère pas Congolais. Je suis Congolaise. Quand tu tapes le Congo, tu me tapes. Et si demain nous sortons... Pardon, je suis navrée. Je suis maman. Cette colonisation mentale nous amène à cette réflexion. Et je pense que cette réflexion, si elle allait à l'inverse et qu'on fonctionnait justement et qu'on se sent tous concernés, déjà cette machine s'inverserait, ne serait-ce que médiatiquement. Enfin, c'est un poids qui est très important. Moi, je pense que le temps que c'est pas rentré encore dans nos consciences et dans les mœurs, eh bien, ça peut pas être physiquement en application. Ma question pour vous. Vous avez déjà répondu à pas mal des questions que j'ai notées. Merci infiniment à vous. Mais ma question, c'est comment expliquer que une majorité des personnes qui arrivent au pouvoir au Congo sont formées ou viennent de la Belgique? Ce même gouvernement et ce même pays qui a massacré le peuple congolais, eh bien, aujourd'hui, est ce noyau qui forme et qui met en place ceux qui vont diriger le Congo. De la même manière qu'en 1984-85, ils ont découpé l'Afrique à travers la conférence de Berlin pour nous retrouver à ce constat. C'est-à-dire que dès que toi, tu vas vouloir lever la tête, c'est ton propre frère qui va te taper dessus puisque la division est nette. Et le colon, l'impérialisme, n'a plus besoin finalement de faire le travail puisque nous-mêmes, nous le faisons. Comment expliquer que ce pays qui a fait ce qu'il a fait, je vais pas rappeler Léopold II et toute la clique, comment expliquer que beaucoup de dirigeants congolais sont formés et viennent de Belgique? Merci à vous. Je laisse la parole à Maud, parce qu'il a eu un petit léger souci. Je pense qu'il va revenir tout de suite. Est-ce que j'ai perdu les quelques secondes? Dani, tu m'as dit quelque chose? Oui, j'ai dit, je te laisse sa question. Bon, il y a un point dont je parle très régulièrement dans mes prises de parole, des conférences, etc. C'est ce traumatisme transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait sur les Congolais, sur les gens qui peuplent toutes ces terres où nous sommes, depuis l'époque du Royaume Congo d'ailleurs, où en effet, on accumule des traumatismes qui nous font avoir certaines réactions face à l'adversité, qui nous donne aussi cette tendance à nous autodétruire. Parce que ça, c'est une des premières réactions qu'on peut avoir quand on est un être qui a des traumatismes transgénérationnels qui se sont inscrits dans notre ADN. Et donc, c'est vrai que quand on parle de reconstruire le pays et quand on parle d'avoir une stratégie, une grande stratégie, une vision donc sur le long terme, 20 ans, 30 ans, on doit tenir compte de cette problématique de traumatisme transgénérationnel qui a forcément un impact sur notre comportement. Ça veut dire que vous pouvez bien avoir des gens brillants qui vont vous aider à construire cette grande stratégie, commencer même ce chemin et être efficace, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance à s'autodétruire. Et ça, c'est une analyse psychologique, c'est-à-dire que c'est important aussi d'inclure ce point-là quand on est dans un processus de se reconstruire, de reconstruire la nation, de créer, donc vraiment de poser l'architecture de cette stratégie qui va nous guider en tant que peuple, en tant que pays, en tant que nation sur des décennies. Il est clair et net que ce soit pour les Congolais, particulièrement les Congolais, parce qu'on est vraiment le territoire géographique qui sera systématiquement attaqué. Donc on doit, il y a vraiment tous les moyens qui ont été mis. C'est une discussion que j'avais déjà eue avec Patrick. On sous-estime parfois le niveau de moyens qui sont mis pour nous rendre un peu amorphes. Et donc c'est sur des décennies aujourd'hui qu'on parle de traumatismes qui s'accumulent et de moyens qui sont mis pour que nous ne soyons pas un peuple résistant, alors qu'on a ça dans notre ADN à la base. Et donc c'est vrai que c'est important dans ce débat. Quand on est sur un débat géopolitique,
on met souvent sur le côté ce pan très important qui est le psyché, qui est la façon dont on va réagir, face à l'adversité. Même ce terme de résilience qu'on utilise à toutes les sauces, que le soft power avec toutes les organisations internationales qui sont là pour faire de l'aide aux victimes, etc. On parle beaucoup de résilience, mais quelque part la résilience, ça nous fait aussi accepter une situation inacceptable. Donc il faut voir dans quel cadre on utilise aussi ce terme de résilience, dans quel cadre est-ce qu'on se reconstruit psychologiquement, parce que l'idée c'est de se reconstruire pour à nouveau être des résistants. Parce qu'en réalité, quand on n'est pas capable de résister, en tant qu'être humain, tout simplement d'ailleurs, on disparaît. C'est la même chose pour toutes les autres espèces. Donc il faut le comprendre, on doit savoir s'adapter, c'est comme ça qu'on pourra survivre, on sait qu'on sera... Je dis souvent ceci, c'est que soit on se dit que on déplace nos populations et on va sur des terres qui ne seront pas prisées, ce qu'on va pas faire, soit on comprend que nous devons absolument nous battre dans tous les sens du terme. Et même quand on éduque nos enfants, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de Congolais qui se disent, bon, je vais vivre une vie un peu tranquille, mes enfants vont aller à l'école, le plus que je peux en tout cas, que ce soit les gens dans la diaspora, que ce soit les gens au pays, etc. Les gens essayent d'avoir une vie calme, une vie tranquille. Quand ils éduquent leurs enfants, ils n'éduquent pas leurs enfants en se disant, je suis en train de fabriquer un soldat qui va devoir défendre un pays qui sera toujours menacé. C'est comme ça, c'est le destin, c'est notre mission en tant que Congolais. On doit absolument partir dans on doit absolument se dire que ce combat, pour continuer à exister, pour ne pas disparaître, ça doit guider nos actions tous les jours. Le choix des études qu'on va faire, le choix des études qu'on veut pour nos enfants, la façon dont on va éduquer nos enfants, etc. Donc, c'est vrai que c'est un aparté par rapport à ce dont on parlait, mais en réalité, c'est très important. Cette partie-là de soigner les traumatismes pour redevenir des personnes fortes, capables de se battre et d'affronter toutes les puissances qui sont autour et qui veulent absolument mettre la main sur nos ressources. Voilà, donc oui, je pense que c'est absolument crucial d'en parler, hein. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est quelque chose de scientifique. L'épigénétique, c'est une science qui vous explique que vous pouvez avoir 4, 5, 6 générations, même au-delà, qui ont porté un traumatisme, le traumatisme de la colonisation, le traumatisme de la disparition de l'identité, le traumatisme de la colonisation, de l'esclavage, des viols forcés, etc. Enfin, Je pense qu'elle a bugué. Je Denis. pense que Oui, Ford. Oui. si je dois simplement en placer une rapidement, hein. Ah voilà. D'accord. Vous m'entendez? Patrick, ouais. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, c'est Oui. mot qu'un problème. Oui. Ok. J'allais juste te dire une chose rapidement, hein. Il est essentiel d'avoir un leadership éclairé, un leadership visionnaire à la tête des pays. Je reviens sur ce détail parce que si vous prenez l'exemple de l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'on m'entend? Parce que je n'ai pas de retour, je sais pas. Ouais. L'Europe aujourd'hui est le produit d'un leadership américanisé. Et ce leadership américanisé ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui a été travaillé par des fondations américaines. Pour ceux qui ont lu les travaux sur la French American Foundation, vont s'en rendre compte, c'est que les Américains ont commencé déjà très longtemps, à partir des années 70, à préparer les élites européennes qui devaient être conformes à leurs desiderata, en tout cas, qui allaient être en adéquation avec le projet qu'ils avaient, non seulement pour l'Europe, mais pour le monde. Ils ont commencé à préparer des gens qui allaient prendre le pouvoir dans la plupart des pays. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'analyse qu'on fait aujourd'hui de la géopolitique européenne, même occidentale, il faut intégrer cette dimension. C'est-à-dire que quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, l'Europe est dirigée par des gens qui n'ont pas le niveau. Vous ne pouvez pas comparer un homme comme Emmanuel Macron à François Mitterrand, qu'on l'apprécie ou pas, hein, ou même à Jacques Chirac. Jacques Chirac était pour moi le tout dernier en France. Vous en Allemagne, c'est la même chose. Vous n'allez pas comparer des gens comme Barbock à Lavrov. Vous allez regarder qui s'occupe aujourd'hui de la diplomatie européenne. Madame Kaja Kallas. Le niveau est tellement bas qu'on se pose la question de savoir mais comment se fait-il
tête de la diplomatie européenne. Mais tout ça ne relève pas du hasard. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce sont des gens qui ont été préparés. Ils ont été formatés, préparés pour occuper ce genre de fonction et pour produire le résultat que nous observons aujourd'hui sur la scène internationale. Et donc, du côté africain, on a assisté au même phénomène. Mais on n'a pas beaucoup analysé ce phénomène qui est d'avoir à la tête des États africains des gens qui soient totalement phagocytés, programmés pour servir des intérêts autres que les intérêts du continent. Même si certains d'entre eux ont pu se faufiler dans les méandres de ces stratégies occidentales, il n'en demeure pas moins que beaucoup ont d'abord servi l'Occident. Même le président Mobutu, qui s'était montré de temps en temps nationaliste, a été pendant longtemps l'homme des Américains en Afrique des Grands Lacs. Donc, vous allez comprendre que si les Africains ne s'imposent pas des leaders visionnaires capables d'impulser une vision nouvelle de l'Afrique et de ses interactions avec le reste du monde, nous aurons du mal à avancer. Et toutes les questions que Maud a relevées ne peuvent être réglées que si on a un leadership visionnaire à la tête des États africains. Parce que même l'éducation est un projet de développement. Et donc, nous, dans nos pays, on néglige l'importance de l'éducation. Je vous donne encore un autre exemple parce que la géopolitique et la diplomatie, c'est un peu mon domaine et les renseignements. Mais regardez aujourd'hui le nombre d'études qui sont produites sur l'Afrique en dehors du continent que sur le continent. Vous allez être surpris. On produit plus de réflexions sur l'Afrique à l'extérieur qu'à l'intérieur du continent africain. Et cela est dû au fait qu'en Afrique, on a délaissé la pensée stratégique au détriment des priorités économiques qui sont liées au ventre. Ça peut se comprendre, mais la pensée est au cœur de l'agir. La pensée est au cœur de tout ce que fait un État, que doit faire un État. Et pour comprendre ça, il faut avoir, et en fait, pour avancer dans cette direction, il faut avoir des gens qui comprennent ces enjeux. Et c'est fondamentalement important parce que quand je vais dans des conférences où je discute avec des amis qui sont dans des cercles de réflexion en Occident un peu partout, je suis choqué de constater que ces gens-là passent beaucoup de temps à étudier l'Afrique, que les Africains étudient l'Occident ou les autres. Mais pour arriver à ces résultats, pour avoir des gens pour impulser une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser les relations du continent au reste du monde et même les relations du continent vers elle-même, parce que l'Afrique est plurielle, nous devons faire l'effort d'avoir des dirigeants qu'il faut aux places qu'il faut. Le fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'OMS, on ait cette coordination dans différents projets peut se comprendre dans la mesure où tous ces gens-là ont un même logiciel mental. Ça se comprend facilement. Ça ne veut pas dire que ils s'accordent sur tout, mais il y a une vision qui est très claire et qui permet aux trois dirigeants de s'accorder sur des points essentiels et existentiels pour leur pays et pour l'ensemble de l'OMS. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos pays africains parce qu'on a des dirigeants qui ont été imposés de l'étranger et qui sont soutenus par l'étranger de manière à ce qu'ils pensent le monde à travers les intérêts de l'étranger d'abord et ensuite de leur pays. Et par conséquent, nous avons les résultats que nous avons. Fortifie. Alors, moi, je reviens rapidement parce que là, je vois qu'il y a de commentaires métagants, de gens qui disent que je suis en train de fuir l'insurrection populaire. Ce n'est pas tout à fait ça. Il faut très bien comprendre la stratégie politique. Vous savez, ça va faire plus de 7 ans qu'on est sur le terrain d'activisme politique. On travaille sur le terrain, on a été arrêté plusieurs fois par le régime. Et avec le temps, vous comprenez qu'il est nécessaire que vous puissiez réfléchir sur une stratégie politique long-termiste que simplement de passer dans de live pour inciter les gens à la révolution, inciter les gens à l'insurrection populaire. Donc il faut être beaucoup plus stratégique. Moi je suis de ceux qui pensent que la politique c'est fait à partir de réalité. Vous ne pouvez pas faire la politique avec les émotions, les sentiments et penser que il y aura un bon matin où tout le monde sortira dans la rue pour chasser Tshisekedi. C'est pas comme ça que les choses se font. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un Donald Trump qui
en tout cas beaucoup d'Européens le pensent et beaucoup d'Africains pensent que c'est un fou qui agit sans tenir compte de la stratégie. Mais avant Trump, il y a eu la Fondation Héritage qui a rédigé tout un projet 2025 qui a permis à Trump de démanteler les élites globalistes au sein de l'appareil administratif américain et qui permet justement à Trump de bien diriger les États-Unis aujourd'hui. Et tout ce que Trump fait, il prend ça dans ses projets qui a été rédigé par les conservateurs républicains. Et donc, si vous n'avez pas une doctrine à la base, si vous n'avez pas un projet politique à la base, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif politique. C'est tout ce que je suis en train de dire. Alors, je reviens sur la question de madame. Ça va faire plus de 6 mois que je suis en train de réfléchir sur un livre. D'ailleurs, je viens de le finir, où nous proposions des solutions qui vont justement nous conduire à la souveraineté complète et totale de notre pays. Alors, nous avons constaté une chose. Le Congo, comme vous le savez tous, est un produit de la conférence de Berlin de 1885. Ça veut dire que le Congo n'a jamais existé avant 1885 avec 2 345 410 km². Et ce Congo que nous avons aujourd'hui n'a pas un récit fondateur, n'a pas un récit national qui unifie les tribus que nous avons. Parce que nous avons plus de 200, plus de 300 ethnies et nous avons plus de 450 tribus. Et toutes ces tribus ont des pensées différentes, ont des divergences. Certaines même pensent à la sécession. Et donc, lorsqu'un pays, vous avez un problème de récit fondateur qui unifie les gens, qui donne l'identité nationale, parce que au fond, jusqu'aujourd'hui, on va choquer certaines personnes, on ne sait même pas ce que c'est d'être congolais. Et donc, si vous n'avez pas une identité nationale, comment est-ce que vous articulez votre doctrine militaire? Comment est-ce que vous articulez votre doctrine économique? Comment est-ce que vous articulez votre doctrine diplomatique? Tout part du récit fondateur qui construit l'identité nationale et qui donne l'impulsion dans d'autres domaines vitaux de la société. Donc, il faut véritablement réfléchir sur l'identité nationale parce que c'est à travers ça que nous aurons des dirigeants qui vont comprendre que voilà, le Congo, ce n'est pas une boutique de la conférence de Berlin, c'est un pays qui nous appartient, on doit tout faire pour le développer et pour que ces pays puissent être le moteur véritable de l'Afrique souveraine. C'est tout ça, c'est toute une stratégie politique, c'est toute une réflexion politique qu'il faille avoir. Notre pays aujourd'hui, excusez-moi, on n'a même pas une doctrine militaire. Ça veut dire qu'on veut faire la guerre au Rwanda, mais nous ne savons même pas comment nous pensions l'armée, nous ne savons même pas comment nous pensions les menaces extérieures. Comment est-ce que vous menez la guerre? Il faut avoir toute une doctrine militaire qui vous donne le moyen, qui dresse le comment et les pourquoi. Il faut avoir une doctrine diplomatique. Comment est-ce que vous réagissez? Aujourd'hui, nous parlons tous de la doctrine Monroe que Trump a appliquée à des guerres du Venezuela. C'est une doctrine qui a été rédigée il y a plus d'1 siècle par un président américain. Donc, il faut mettre en place ces récits fondateurs qui va donner l'identité, qui va construire la nation Congo. On va dire la nation Congo, pas congolaise, parce qu'ici, il faut qu'on revienne à l'appellation traditionnelle. On va parler beaucoup plus d'un Congo. Et donc, il faut revenir à ça, construire l'identité nationale qui va redonner la confiance au sein de la masse, parce que nous avons perdu cet amour avec notre propre terre. Nous avons perdu cette confiance parce que nous nous retrouvons comme des citoyens, des individus sur une terre annolius qui n'appartient à personne et qui finalement est le réservoir de minerais stratégiques d'autres puissances. Donc il faut commencer par le commencement, d'accord? Il faut aller aux causes profondes, aux causes fondamentales. Après, il y a les causes profondes version Rwanda et puis il y a les causes profondes telles que nous les pensons aujourd'hui. Donc c'est toute une stratégie politique, c'est toute une pensée politique. L'insurrection populaire ou la révolution que beaucoup recommandent ici, cela ne se fait pas en un jour. Même les révolutions que vous avez vues colorer à travers le monde ou le printemps arabe, ça a été préparé par les officines américaines, par George Soros, par Gene Sharp. C'est toute une préparation au préalable avant d'arriver au pouvoir, avant de faire la véritable conquête politique. Donc, je pense que la nouvelle génération doit réfléchir sur un projet politique souverainiste qui va justement proposer des doctrines pour chaque domaine vital, parce que moi je pense que dans tout le pays, il y a des domaines vitaux, le domaine de la sécurité, le domaine de la défense, le domaine de la diplomatie, de l'éducation, le domaine de la gouvernance, le domaine militaire. Il faut que tout cela soit coordonné, articulé, pour que dès lors que il y aura véritablement un souverainiste au pouvoir, qu'il puisse avoir un plan, qu'il puisse avoir tout un modus operandi, qu'il puisse avoir tout
toute une logique de pensée, toute une logique d'action. Parce que, au final, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous arrivons au pouvoir? On n'est fait qu'improviser. On improvise. Nous avons face à nous un Kagame militaire qui a depuis très longtemps réfléchi à comment est-ce qu'il va conquérir le Congo, envahir le Congo. Mais face à lui, qu'est-ce qu'on fait? On improvise. Parce qu'on n'a pas une lecture profonde, parce qu'on n'a pas des projets politiques au préalable. C'est tout ce que je voulais dire et je pense que c'est la réponse que je donne aux frères. D'accord, on va prendre 2 dernières questions parce que le live touche bientôt à sa fin. On atteint 2 heures déjà. Bonsoir, monsieur Isaac Didier. Bonsoir Amelda, bonsoir Patrick, bonsoir Maude, bonsoir Yenenke, bonsoir Fortify, bonsoir à tous ceux qui sont dans le panel et dans le live. Bonsoir. Je peux poser ma question, Amelda? Bien sûr. D'accord. Tout d'abord, excusez ma façon d'exposer les choses. Hein. Je vais un peu être très éparse parce que bon, il y a eu plusieurs interventions. Pour juste la petite présentation, je suis l'une des victimes de cette guerre de Goma parce que je viens de quitter justement au début du mois de février Goma pour Kinshasa, juste après la chute de la ville, donc j'ai dû me déplacer. Et j'ai vécu à Bukavu et 11 ans à Goma. Donc je viens de faire 22 ans de ma vie à l'Est et que donc je connais très bien la problématique de ce qui se passe là-bas. Je voudrais commencer mon intervention en disant, en soutenant d'abord ce que Fortify disait tout à l'heure, que ce n'est pas le moment de penser à faire partir Monsieur Tshisekedi parce que nous n'avons pas vraiment une alternative crédible. Le président, c'est vrai qu'il a ses tares, il a des erreurs et ceux qui l'entourent sont en train de mal gérer le pays et nous savons tous que toutes les informations ne lui parviennent pas. Hein. Même Patrick Mbeko l'a dit un jour que toutes les informations sécuritaires vraiment qui pouvaient aider le président à prendre ses décisions ne lui parviennent pas parce que tout autour de lui, il a justement beaucoup trop de traîtres. Je pense que ce conflit, si nous devons réfléchir en termes de recherche des solutions, je pense que ça serait difficile que maintenant nous puissions renverser la vapeur parce que beaucoup de Congolais n'ont pas encore pris conscience de la chose, que nous sommes en guerre et nous sommes en train de risquer notre pays et que le pays est en train de partir au fait. Ils ne l'ont pas encore compris. Si nous regardons seulement le nombre de ceux qui sont dans le panel et si vous allez voir les panels où on est en train de parler des histoires des hommes et des femmes, des tromperies des pasteurs et tout ça, vous allez voir, c'est au-delà des milliers. Et quand on parle du pays, voilà, nous n'atteignons même pas le millier de participants. Je pense que cette guerre est vraiment, c'est une guerre qui nous est imposée par l'OTAN et je vais donner quelques faits. Juste après que le président Félix Tshisekedi ait parlé à la moindre escarmouche, je déclare la guerre au Rwanda. Quelques semaines après, j'espère que Patrick sera d'accord avec moi, quelques semaines après, nous avons vu le président polonais descendre au Rwanda pour aller signer des accords de défense mutuelle entre le Rwanda et la Pologne. C'est-à-dire, si vous vous attaquez au Rwanda, c'est la Pologne qui viendra défendre le Rwanda, et si vous attaquez la Pologne, c'est le Rwanda qui va défendre la Pologne. Juste après ces déclarations-là de M. Félix. Nous avons vu aussi du côté de Israël des usines de fabrication d'armes Israël ouvrir au Rwanda. C'est-à-dire, nous pouvons acheter les armes, mais les Rwandais, eux, ils ont déjà des usines de fabrication d'armes israéliennes sur leur territoire. Nous avons vu comment est-ce que l'Angleterre, avec son accord de faire venir les migrants afghans vers le Rwanda, qui est un petit territoire, et la plupart des stratèges en géopolitique et des gens qui ont fait le renseignement l'ont dénoncé en disant « Nous savons que la finalité où ces migrants vont, ils vont finir par aller habiter en RDC parce qu'il n'y a pas de place pour eux au Rwanda. » C'est pourquoi je disais, nous ne faisons pas seulement la guerre au Rwanda, nous faisons la guerre aussi à l'OTAN. C'est l'OTAN qui est en train de financer. Nous voyons comment est-ce que certains députés dans la Commission européenne sont en train de le dénoncer, les financements de l'Europe au Rwanda, au moment où le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Il y a une résolution 2773 qui a déjà été votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité.
dans cette résolution, il est bien dit que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Mais pour avoir les sanctions, j'espère que Patrick sera d'accord avec moi, pour pouvoir sanctionner le Rwanda, il faut qu'on ait à l'unanimité le vote des 5 membres permanents. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, les 5 permanents doivent être d'accord pour qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Notre ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, est en train de taper tout le temps du poing sur la table. À quand les sanctions? À quand les sanctions? À quand les sanctions? Et lorsqu'il faut voter ces sanctions, il y a certains membres parmi les 5 permanents qui mettent leur veto pour que le Rwanda ne soit pas sanctionné. Donc, nous savons que nous n'avons pas qu'à affronter le Rwanda, mais que l'Occident est derrière le Rwanda pour que cette situation puisse continuer. C'est pourquoi je disais, parmi les solutions, il faut que nous puissions commencer à avoir le courage de dire aux Occidentaux, nous savons que vous êtes derrière le Rwanda, nous les Congolais, nous allons basculer vers les BRICS, puisque vous soutenez le Rwanda pour nous agresser. Un autre argument par rapport à ce que tu posais comme question tout à l'heure, excuse-moi de te tutoyer, Amelda, tu disais, mais que faire en ce moment? Est-ce qu'il faut, pour avoir la solution, que nous puissions faire la guerre? Mais comment faire la guerre au moment où nous étions sous embargo pour acheter les armes de 2023 à 2028 et que le précédent président a laissé durer cet embargo? Et juste quand l'actuel président s'est battu pour que cet embargo soit levé, on nous a mis sous un régime de notification avant que nous puissions acheter les armes. Et ce régime de notification a pris fin en 2022. Vous voyez? Donc, même si nous achetions des armes pour défendre le pays, qu'est-ce qui ne dit pas que ces mêmes membres permanents du Conseil de sécurité ne renseignaient pas le Rwanda sur le type d'armes que nous achetions? Cette guerre, Dani, moi je viens de là. Je vous dis que le Rwanda avait du mal à prendre Goma, le M23. Le M23 avait du mal à prendre Goma. Même quand l'AFC a rejoint le M23, ils ont toujours eu du mal à prendre Goma parce que Goma était une ville surmilitarisée et ils avaient vraiment du mal. N'eût été l'appui de l'armée rwandaise avec les armes sophistiquées qu'ils ont utilisées pour venir faire la guerre à Goma par des chars, des lunettes à vision nocturne, des armes que nos militaires n'avaient pas, la ville de Goma ne serait pas tombée. Donc, sur le plan de la force militaire, moi, je crois au FARDC. Ce n'est que... Il y a eu juste une faiblesse sur le plan technologique qui a fait que la force que nous étions en train d'opposer au Rwanda a fini par basculer en leur faveur parce que, bien sûr, armés par ces puissances occidentales qui sont derrière eux. Ma question à Patrick. Patrick, tu l'as dit tout à l'heure que ce conflit est plus causé à cause de la guerre que les États-Unis et la Chine sont en train de se faire pour contrôler les minéraux rares. Est-ce que tu ne penses pas que la solution pour nous les Congolais, comme je venais de le dire tout à l'heure, ça serait que nous puissions avoir le courage de basculer carrément vers les alliances avec la Russie, la Chine, les BRICS en général. Donc voilà ce que je voulais dire et je laisse la parole aux autres. Je pense que ces questions sont beaucoup plus complexes que vous le présentiez. Je veux vous dire une chose d'abord, hein, c'est que le Congo a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis depuis, je crois, 2019. Je dois juste vous rappeler cette réalité-là. Je dois aussi vous rappeler que le Congo a signé une sorte de partenariat stratégique avec la Chine aussi. Donc, le problème aujourd'hui du côté congolais, c'est que nous voulons beaucoup trouver des excuses à nos propres insuffisances. Et je vais vous donner des éléments précis. Il est vrai que le Rwanda a signé des partenariats avec la Pologne, il y a des partenariats au niveau de la défense avec les États-Unis aussi, avec la France depuis l'arrivée du président Macron. Il y a une chose chez les Rwandais, par honnêteté intellectuelle, que je dois reconnaître, c'est qu'ils ont cette capacité de s'adapter aux réalités du moment et à ajuster leur partenariat en fonction de leurs intérêts. Et vous savez, aujourd'hui, je crois que le partenaire commercial le plus important du Rwanda, ce ne sont pas les Occidentaux, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Chine. Pourquoi la Chine
est devenu l'un des partenaires, en tout cas, du Rwanda? Tout simplement parce qu'en 2012, lorsque les Occidentaux ont imposé des sanctions pour la première fois au Rwanda, justement à cause du M23, les Rwandais ont compris la nécessité d'opérer un basculement stratégique, sans nécessairement couper les ponts avec leurs soutiens occidentaux parce qu'ils dépendent beaucoup de l'aide étrangère. Et contrairement à ce qu'on entend dans la propagande médiatique, le Rwanda est un pays extrêmement pauvre qui dépend encore aujourd'hui, je crois, à près de 35 à 40% de l'aide étrangère. C'est quand même important de garder cela à l'esprit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on doit aussi examiner ce qu'a été la diplomatie et la politique congolaise sous le président Tshisekedi. Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est qu'en diplomatie, ce qui fait la force d'une diplomatie, c'est d'abord la lisibilité de l'approche diplomatique. Bon, diplomatie, on doit être capable de comprendre ce que vous dites, d'où vous venez, où vous allez. Cette lisibilité crée de la prévisibilité parce qu'on sait avec vous où on va. C'est-à-dire que n'importe quelle action peut susciter tel type de réaction en fonction de la lisibilité qu'on a justement de votre diplomatie. Et de la lisibilité, de la prévisibilité vient ce qu'on appelle la crédibilité. Parce que là, votre diplomatie devient crédible, on sait avec vous à quoi s'attendre. Et c'est ce que le Rwanda fait depuis 1994 avec le président Kagame. Et c'est ce que la RDC n'est pas capable de faire parce qu'on n'est pas capable de comprendre le positionnement stratégique de la RDC. En 2000, je dois d'ailleurs rappeler un détail important, si vous permettez. Vous savez, les gens ne le savent peut-être pas, mais si aujourd'hui le président Tshisekedi est au pouvoir, c'est aussi en partie grâce aux Chinois et aux Russes. Pourquoi? Parce que pendant les élections de 2018-2019, lorsque la victoire du président Tshisekedi a été annoncée par la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, les Occidentaux n'étaient pas très d'accord avec ça. Et les Russes et les Chinois, sont intervenus pour faire comprendre aux Occidentaux qu'ils n'avaient pas à se mêler des affaires intérieures du Congo. C'est la raison pour laquelle, justement à ce moment-là, les Américains, les Français n'ont pas pu réagir contre l'élection problématique de président Tshisekedi, qui est en réalité un deal avec Kabila, qui était à l'époque l'homme des Russes et des Chinois. C'est quand même important de garder cela à l'esprit. Mais que vont faire les Américains? J'explique tout ça pour que vous compreniez que parfois, pour comprendre les subtilités de la géopolitique et de la stratégie, les Américains ont très vite compris que s'ils continuent à faire pression sur le président Tshisekedi, qui venait d'arriver au pouvoir, celui-ci allait renforcer ses relations avec la Chine et la Russie, comme l'avait fait son prédécesseur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de se rapprocher du président Tshisekedi et de lui permettre de se soustraire de l'étouffante tutelle de Joseph Kabila. Ce sont les Américains, tout particulièrement l'ambassadeur Mike Hammer, américain à Kinshasa, qui va faire en sorte que Tshisekedi arrive à s'extirper des griffes de Joseph Kabila. Et à partir de ce moment, que font les Américains? Ils demandent à Tshisekedi de revoir le contrat signé avec la Chine. Vous comprenez l'articulation de leur stratégie. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on nous parle de la signature d'un partenariat stratégique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Mais fait étrange, Tshisekedi se rend aux États-Unis, il n'est pas reçu par Donald Trump à cette époque, il est reçu par l'ambassadeur des États-Unis au Congo, M. Mike Hammer, qui va lui faire visiter d'ailleurs le tombeau de son père. À ce moment-là, moi je l'avais dit à l'époque, j'ai très vite compris que Tshisekedi, en tout cas, son pari était problématique. En tout cas, on ne lui faisait pas beaucoup confiance au niveau du département d'État ou même de la Maison-Blanche parce que le jour où Tshisekedi arrive aux États-Unis, Donald Trump reçoit la fiancée de 28 ans de M. Guaido qui était l'opposant vénézuélien à l'époque contre le président Maduro. Donc, ça en dit long. Pour un pays qui a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis, ça en dit long. Et en diplomatie, il faut savoir lire aussi les symboles, les signes. L'articulation de la diplomatie se fait aussi à travers des signes, la posture des États. Et quand les États-Unis, en se comprenant de la sorte, les États-Unis montraient qu'ils n'avaient pas confiance au pouvoir de Tshisekedi, même s'il y avait eu la signature d'un partenariat stratégique. Mais pire, on apprendra quelques mois après, dans le journal Le Monde, de la bouche de l'ambassadeur des États-Unis au Congo, M. Hammer, que les États-Unis considèrent Félix Tshisekedi comme un président de transition. C'est l'expression qu'il utilise. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a il n'y a pas de lisibilité dans l'approche du président de la RDC. Et tout ça va faire en sorte que les Occidentaux vont préférer
continuent à renforcer leurs relations avec le Rwanda au détriment du Congo, producteur de richesses. Et encore une fois, j'insiste sur la responsabilité du Congo à ce niveau. Le deuxième élément qui est très important, c'est que quelques temps après, quand les Chinois s'aperçoivent que les États-Unis sont en train de manœuvrer en sous-main pour les bouter dehors, hors de la RDC, que font les Chinois? Le président Xi Jinping invite le président Tshisekedi à Pékin. Et Tshisekedi va, en tout cas, résister, va traîner le pas jusqu'à ce qu'il va accepter. Et donc, il y aura cette visite officielle à Pékin. Et à la suite de cette visite, on apprendra que le RDC et la Chine se sont entendus sur un certain nombre de points stratégiques, mais qui ne vont pas non plus connaître de suite. Et puis arrive la guerre du M23. À ce moment-là, les États-Unis n'allaient pas se positionner simplement aux côtés de la RDC parce qu'ils sont aussi alliés au Rwanda. Et c'est un détail que nous devons comprendre. Entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts à défendre. Et du côté congolais, je pense qu'on ne comprend pas beaucoup. Ce n'est pas que le Rwanda est très puissant, que le Rwanda, que les Occidentaux. Non, ce n'est vraiment pas ça. Au départ, le Rwanda joue encore ce rôle de sous-traitant. Mais c'est un rôle qui a évolué avec le temps au regard justement du bouleversement dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui sur la scène mondiale. L'un des plus grands alliés du Rwanda en Afrique, en Occident, je dis Occident même si Israël n'est pas d'Occident, mais c'est l'État d'Israël. L'un des plus grands alliés du Rwanda, c'est l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël est aussi l'allié de qui? De la RDC. Mais est-ce que les Israéliens ont la même perception de la RDC et du Rwanda? La réponse est non. On comprend mieux qu'ils intensifient leurs relations avec le Rwanda au détriment de la RDC. Or, le Congo adopte une posture problématique parce qu'il ne sait pas se situer justement dans ce jeu d'alliance. Le Congo veut se vendre plus au front au lieu de se positionner en fonction d'une vision clairement établie et qui aille dans le sens de la défense de ses propres intérêts. Ce n'est pas parce que le Rwanda est soutenu par les États-Unis que le Congo n'arrive pas à relever le défi sur le plan militaire, c'est pas vrai. Et vous avez raison de dire que les FARDC peuvent relever ce défi. Le problème, encore une fois, c'est le leadership au niveau congolais. Vous parlez de la diplomatie. J'ai donné la première question justement d'Amelda, l'une des questions d'Amelda, c'était sur cette histoire de Doha. Qui est allé à Doha? C'est le Congo, c'est pas le Rwanda. En allant à Doha, la RDC s'est mise à dos ses potentiels alliés africains, puisque cette histoire de Doha a déçu en Angola, qui est une puissance régionale importante. Cette histoire de Doha a déçu au niveau de l'Union africaine. Et donc, l'Angola s'est retiré des discussions et a transmis le flambeau au Togo, qui a été désigné par l'Union africaine pour faire le suivi de cette histoire de Doha. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi revient encore vers l'Angola, mais dans une posture qui reste ambiguë. Et donc, tout ça, sur le plan diplomatique, n'aide pas. Quand on fait de la diplomatie à un très haut niveau, ça n'aide pas. La diplomatie est parfois très subtile. Ce n'est pas pour rien que vous avez, je reviens sur le cas russe, par exemple, la Russie qui entretient de bonnes relations avec la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, qui à un moment donné soutenait l'Ukraine, justement. Chacun se positionne en fonction de ses intérêts. Et c'est cela que l'on doit comprendre du côté de la RDC. Parce que les Chinois traitent avec les Rwandais. Mais les Chinois traitent aussi, ce sont eux qui contrôlent les mines en RDC. Comment comprendre cela? Ça peut paraître très étrange, mais en réalité, c'est très cohérent. Sur la scène géopolitique et stratégique, c'est un tout cohérent qu'il faut comprendre. Et il appartient à la RDC, justement, de se positionner de manière conséquente en fonction de ses intérêts. Se vendre plus au front n'est pas une option correcte, convenable dans le cas de la RDC. Et donc, ici, je veux conclure. Le Rwanda a une position cohérente. Je vais vous faire une petite confidence. Je discute avec un diplomate occidental. Je lui dis, mais comment se fait-il que vous continuez à soutenir le Rwanda? Vous savez ce que ce diplomate m'a dit? Il m'a dit, écoutez, M. Mbeko, nous sommes au courant de ce que fait le Rwanda. Nous sommes parfaitement au courant. Et d'ailleurs, dans les discussions privées, le président Kagame reconnaît soutenir le M23. Le problème, M. Mbeko, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteur sérieux du côté de la RDC. Quand vous avez un conflit comme celui-là, celui avec le M23, et que le président envoie une délégation composée, excusez-moi, des troubadours discuter
avec les Français. Comment voulez-vous que la situation s'arrange? Est-ce que vous savez que l'actuel ministre de la Défense de la RDC, je ne dénigre pas, mais c'est un aide-soignant. Il était aide-soignant en Belgique. Il n'avait pas de notion de militaire ni de sécurité de défense. Le vice-ministre de la Défense, c'est pareil. Vous allez au niveau de la diplomatie congolaise aujourd'hui, vous avez la vice-ministre des Affaires étrangères qui est une ancienne TikTokeuse. Je ne dénigre pas ce qu'elle faisait. Je dis simplement par rapport à la responsabilité qui lui a été confiée, c'est problématique parce qu'elle n'avait même pas le niveau nécessaire pour comprendre les enjeux en présence. Et donc, pour conclure, je dirais qu'il y a une part de responsabilité congolaise qu'il ne faut pas sous-estimer. Si le Rwanda, qui est en froid avec l'Ouganda et le Burundi, se permet d'attaquer la RDC, c'est qu'il y a un problème, parce que le Burundi est aussi minuscule que le Rwanda. Mais Kagame ne s'aventure pas au Burundi tout simplement parce qu'il comprend que le Burundi sera capable de lui opposer une véritable résistance. C'est qui, du côté congolais, reste problématique. Le fait de privilégier la diplomatie au détriment de la force pose problème parce que les deux vont de pair dans un système de négociation diplomatique. Merci, Meko. Tu as eu ta réponse, Isaac? Bonsoir, le patriote AES. Allô? Bonsoir, madame Wandossi. Bonsoir Almeida et monsieur. Désolé. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà pour ce débat que vous mettez sur le tapis. C'est un véritable sujet sur lequel nous devons nous pencher. Et moi, je pense que ce qui se fait ici, ou ce que j'entends dire, mais les panélistes, ou je vais dire ceux-là que vous nous invitez, je pense aussi que déjà nos invités ne sont pas en train de voir la chose d'un vue véritablement opérationnel, mais plutôt qu'ils voient la chose d'un point de vue stratégique, où ils pensent qu'à leur position nucléaire, ils peuvent déjà faire des stratégies, rédiger des stratégies. Et moi, je pense que lorsqu'on prend le pouvoir d'État, tout ça change. Tout ça change parce que le pouvoir d'État, c'est une autre réalité carrément. Donc, ce que moi, j'aurais proposé, c'est que il faut vraiment quelqu'un qui soit un panafricaniste, qui aime le Congo, que ce soit quelqu'un qui aime le Congo, qui soit un nationaliste, qui prenne le pouvoir et qui fait asseoir tout le monde pour dire comment est-ce qu'il pense gérer le Congo pour que les fils du Congo vivent du Congo. Donc, moi, ce que je vois, il faut clairement que le Congo choisisse sa position. S'il veut rester du bloc des impérialistes ou le bloc unipolaire, qu'il reste dans ce bloc-là et qu'il défende sa cause. Mais moi, je pense que là-bas, il ne pourra pas défendre sa cause parce que l'Europe gagne déjà très bien avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, lui, l'Europe, aujourd'hui, se met dans une position de receleur. Lorsque le Rwanda va piller, le Rwanda les ramène et ils achètent à un vil prix parce que ils sont dans une position de receleur et le Rwanda aussi ne peut rien imposer. Mais s'il faut communiquer, s'il faut discuter, s'il faut échanger et rentrer en partenariat économique Mais est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on tourne avec le temps, s'il vous plaît. Parce qu'il y a du monde. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Patrick, à Monsieur Fortifi, à Madame Maud, s'il vous plaît? Oui, moi, ma question c'est, est-ce que eux ne pensent pas qu'aujourd'hui, c'est aller du côté de la Russie ou de la Chine qui va faire le problème?
faire le problème dans le sens négatif ou positif du terme. Je ne sais pas. Mais Quand je parle il y a- de faire le problème, résoudre le problème que nous avons aujourd'hui, se positionner clairement du côté de la Russie ou de la Chine. non, je pense on entend beaucoup du côté africain. Le positionnement se fait en fonction d'une vision. Il ne faut pas se positionner pour le plaisir de se positionner parce que les Russes et les Chinois ne sont pas là pour défendre les intérêts africains. Ils sont là pour défendre leurs propres intérêts et ils dealent avec qui ils veulent en fonction des intérêts, de leurs propres intérêts. Maintenant, s'ils sont en face d'interlocuteurs, de partenaires sérieux, c'est sûr qu'ils vont, voilà, ils vont se positionner de cette manière-là. Le vrai problème du côté du Congo, encore une fois, ce n'est pas de se positionner en fonction des Russes et des Chinois parce qu'en réalité, encore une fois, je dois rappeler que le plus grand partenaire commercial du Congo, sur le plan pratique, c'est la Chine. Ce ne sont pas les États-Unis, ce sont les Chinois qui contrôlent le secteur extractif congolais. La deuxième chose, avec les Russes, je pense que les Congolais ne le feront pas parce que les Congolais, le gouvernement congolais, même l'opposition, le gouvernement congolais est très dépendant du regard occidental. En 2024, 23-24, il y a une lettre qui a été diffusée, je crois, c'est ici, qui expliquait justement qu'ils avaient eu un accord partenarial avec la RDC et très rapidement, le gouvernement congolais est intervenu pour démentir. Donc, ça vous donne une idée de comment le logiciel mental de ceux qui dirigent la RDC. Il y a une autre chose qu'il faut rappeler aussi, la Russie a déjà soutenu militairement la RDC. Sous Félix Tshisekedi. Donc tout ça existe. Le problème, c'est la lisibilité de l'approche congolaise qui pose souvent problème parce qu'on ne sait pas trop se positionner. Je dois rappeler que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec les Occidentaux, même au niveau africain, le président Tshisekedi est quand même de plus en plus isolé. Pourquoi? Nous sommes membres de l'EAC. On oublie que dans cette histoire de M23, on avait fait appel aux forces de l'EAC qui ont été déployées à l'est du Congo, qui n'ont rien fait au final. Il y a même eu des différends entre le président Tshisekedi et le président Ruto du Kenya. Par la suite, nous sommes allés vers la SADC parce que nous sommes aussi membres de la SADC, la RDC. Ça n'a toujours pas marché. Même l'Afrique du Sud qui nous soutenait a fini par reculer. Et donc maintenant, nous sommes allés chez les Angolais. L'Angola qui est membre de la SADC, ça n'a pas marché. Nous sommes allés à Doha, ça n'a pas trop marché. Nous sommes revenus vers l'Angola. Et nous discutons aussi avec le Togo, qui est le pays qui représente l'Union africaine dans les discussions avec le M23. Et donc, c'est cette lisibilité qui pose problème. Et en diplomatie, les lisibilités extrêmement problématiques. Vous voyez, un type comme Zelensky, c'est un comédien. Mais il y a une lisibilité dans ce qu'il fait, dans sa comédie. Et ça permet à ses partenaires et même à ceux qui sont en face de se positionner. Et c'est très important en diplomatie. La diplomatie n'est pas une pièce de théâtre. Oui, ça peut l'être dans certaines conditions. Mais dans le cas qui nous concerne ici, il faut que le Congo ait une position qui soit très claire, lisible, et de cette lisibilité, il y aura une prévisibilité, surtout la crédibilité. On ne sait pas aujourd'hui situer la RDC. Un autre exemple pour finir, il n'y a pas longtemps, le président Tshisekedi justement promettait d'attaquer le Rwanda, et puis il y a la réunion en Belgique il y a quelques mois où le président Tshisekedi dit tendre la main au président Kagame. Mais la manière même de faire a surpris beaucoup de Congolais, beaucoup d'observateurs étrangers. Et même si vous voulez tendre la main, il y a une manière de le faire. Donc c'est tout ça qui pose problème. Le gros problème auquel la RDC est confrontée aujourd'hui, c'est la cohérence dans l'action des dirigeants. C'est ça qui pose problème. Comment voulez-vous que les Chinois ou les Russes se positionnent vis-à-vis dans la question, dans cette histoire du M23, quand ils n'arrivent pas à comprendre la position du gouvernement congolais vis-à-vis de leurs propres intérêts? Aujourd'hui, on a signé un accord économique avec les États-Unis, mais certaines mines, parce que ça, ce sont des informations que j'ai de l'intérieur, certaines concessions minières qui ont été proposées aux Américains sont contrôlées par des Chinois. Bon, comment voulez-vous que les Chinois se positionnent en faveur de la RDC? Comment voulez-vous que les Russes se positionnent en faveur de la RDC quand ils s'aperçoivent eux-mêmes que la position du gouvernement congolais pose problème? Donc, il appartient au gouvernement congolais de mettre un peu d'ordre dans sa diplomatie, dans son approche de la problématique, de sorte à convaincre les autres États à l'étranger. Et encore une fois, je reviens sur un détail important. Oui, le Rwanda a le soutien occidental, mais ce n'est pas un soutien qui est, ce n'est pas un soutien qui est aveugle. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le rôle que le Rwanda a joué de 94, je dirais jusqu'à l'arrivée d'Obama,
n'est plus le même depuis 2010 jusqu'à présent. Il a toujours cette oreille des États-Unis. En fait, la force du Rwanda, c'est d'avoir réussi à mobiliser des groupes d'intérêt importants dans la plupart des pays occidentaux avec lesquels il traite. Ce qui fait qu'aux États-Unis, vous avez eu sous le président Biden, par exemple, des tensions avec le Rwanda, mais il y a des groupes d'intérêt. Il y a des groupes d'intérêt au sein de l'administration américaine qui sont restés très pro-Kagame, très pro-Rwanda. Ce sont ces groupes d'intérêt qui orientent parfois la politique des États-Unis à l'égard du Rwanda. Je vous donne un exemple précis et pratique. En 2022, le patron de l'African Commandment, le commandement militaire américain pour l'Afrique, se rend au Rwanda. Il fait un tweet dans lequel il remercie le président Kagame et l'armée rwandaise et parle du partenariat solidifié entre le Rwanda et les États-Unis. En réponse à ce tweet, un responsable de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain écrit « Mon général, il ne faut pas donner l'impression qu'avec le Rwanda, tout se passe bien. » Parce que la politique étrangère des États-Unis fonctionne parfois de manière éclatée. Parfois, il y a des opérations menées par la CIA qui ne sont pas connues du département d'État ou du Pentagone. Il y a des opérations qui sont menées par la DIA qui ne sont pas connues de la Maison-Blanche ou de la CIA. Et vous avez parfois des opérations qui sont conduites par la Maison-Blanche qui ne sont pas nécessairement maîtrisées par les autres structures du pouvoir américain. C'est tout ça qui permet de comprendre une forme d'ambiguïté qu'on peut observer dans le positionnement des États-Unis dans certains conflits. Et il est essentiel, quand on est à la tête de la diplomatie ou on est dans des structures de pouvoir dans des pays comme la RDC, de comprendre ces subtilités-là et de se positionner justement de manière intelligente, de faire triompher les intérêts de la RDC. Merci. Bonsoir, madame jeune congolaise. Bonsoir. En fait, pour commencer, parce que j'ai une question à tous les trois, à Monsieur Mbeko et à Madame Salomé. Je vais commencer pour revenir par rapport à ce que disait Monsieur Louchim. En fait, je suis un peu désolée parce qu'en vous entendant parler, c'est comme si vous n'avez pas confiance en vous et à cette jeunesse qui est en train de se préparer quand même, parce que nous savons tous que ceux qui sont à la tête de notre pays sont incapables et ils n'ont jamais travaillé pour l'intérêt de la nation et de notre peuple. Et nous savons tous que Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation et que si notre pays aujourd'hui sombre et continue à sombrer aujourd'hui, c'est à cause de Félix Tshisekedi. Je suis désolée, étant militante aussi comme vous voir à votre hauteur dire que non, vous ne partagez pas l'avis de Monsieur Mbeko qui disait qu'il faut balayer tous ceux qui sont à la tête de notre pays. Parce que je pense que pour changer, pour essayer d'envisager, d'amener une nouvelle génération à la tête de notre pays, il faut balayer tous ces gens. Je pense que vous vous trompez et que vous n'avez pas non plus confiance en vous et dans cette jeunesse dont vous vous adressez, cette minorité. Je suis désolée. Aujourd'hui, les problèmes de notre pays, comme le disait Monsieur Mbeko, les problèmes, c'est vrai, il faut pas toujours accuser le Rwanda. Nous avons une part de responsabilité et ces gens, les gens à la tête de notre pays, c'est eux qui posent problème aujourd'hui. Et c'est à nous, cette génération d'aujourd'hui, nous devons remplir notre mission. Comme disait Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, décider de la remplir ou la trahir. Mais si je vois aujourd'hui, dans un panel très intéressant, voir un jeune comme vous, militant, parce que je vous suis, je vous regarde en plus, vous êtes quand même à côté de Kemib Seba, l'un de nos frères qui fait un magnifique travail, de dire que non, vous ne cautionnez pas l'idée de M. Mbeko de balayer cette classe politique. Mais les problèmes de notre pays, c'est la classe politique. Les problèmes de notre pays, c'est un manque de leadership que nous subissons aujourd'hui, déjà depuis 1960. Donc si un jeune comme vous, un militant, de la cause de la RDC, vous dites que non, nous devons garder Tshisekedi, c'est tout par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui. Je suis désolée parce que nous savons tous que Tshisekedi n'est pas à la hauteur avec son gouvernement, avec tous ses amis qu'il a ramassés à Bruxelles, sans compétences, sans expérience, sans quoi que ce soit. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de faire sombrer notre pays. Ils sont corrompus, ils sont
pas formés, pas préparés pour travailler et occuper de responsabilités. Je suis désolée d'entendre dans votre bouche en disant que non, voilà, vous ne partagez pas l'avis de M. Mbeko de balayer cette classe politique, parce que moi je ne me vois pas. J'ai même pas envie de voir. C'est vrai que c'est très, la situation de notre pays est très complexe, mais je ne vois pas Tshisekedi, même 10 ans pour Tshisekedi, c'est beaucoup pour nous. On ne mérite pas quelqu'un comme Tshisekedi. Et je suis désolée de voir de militants d'une importance quand même de défendre, de dire que non, on doit garder Tshisekedi parce qu'on a peur de faire comme Kabila, tout et tout. Mais si on s'est dit de laisser et de garder ces gens-là à la tête de notre pays, demain Tshisekedi va s'arranger aussi de donner les pouvoirs à un incompétent comme lui, ça sera la continuité. Il était temps de se rendre en charge, de ne pas attendre un homme providentiel. C'est à nous, cette jeunesse, de nous organiser, de nous prendre en charge, de dire que non, c'est maintenant ou jamais, nous devons changer radicalement la classe politique, parce que le problème de notre pays, c'est la classe politique et c'est un manque de leadership. Donc voilà ce que je voulais un peu répondre, ajouter, dire par rapport à ce que Monsieur Lushima disait, mais ma question est celle-ci. Monsieur Mbeko, Madame Salomé, je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est vrai, vous êtes intéressant, on vous écoute, nous voyons ce que vous faites, en fait. Qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir organiser cette minorité consciente? Parce que on ne va pas attendre cette masse, on ne va pas, comme je l'ai dit souvent, on ne va pas attendre les Gaulois et les Warriors pour pouvoir changer la situation de notre pays. Vous qui avez compris la situation, vous qui savez, vous êtes en train de faire un magnifique travail, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi rester loin? Et je ne sais pas, j'ai pas, la question m'échappe un peu, en fait, mais je n'arrive pas à comprendre quelqu'un de la hauteur comme Patrick Mbeko. Pourquoi vous êtes toujours à l'extérieur? Pourquoi vous êtes toujours là à parler et que je ne vois pas vous imposer ou chercher à structurer cette minorité consciente pour pouvoir essayer de changer les choses? Parce que l'histoire, comme vous venez de le dire, a été toujours écrite par une poignée des hommes et des femmes qui vont écrire et qui vont essayer de tracer le chemin pour nous les autres. Parce que je n'en disconviens pas. On va toujours écouter les beaux discours, dire ceci, c'est là, mais ces gens-là, ils prennent de place, ces incompétents, ces traîtres, ces complices à la situation qui se passe dans notre pays, c'est eux qui sont partout. Comment est-ce que vous allez rester à chaque fois parler et ne pas trouver des solutions, à essayer d'identifier, à trouver, à vous se retirer, surtout à essayer de faire ces travaux, ces travaux de fond, étant ces intellectuels. Où est cette intelligence congolaise pour pouvoir se constituer et faire ce travail de fond qui est à faire, intellectuel, politique, culturel, voire même spirituel, parce que nous avons un travail de fond à faire qui peut nous prendre même une génération. Quand est-ce que vous allez prendre cette responsabilité pour vous dire que ça y est, on est là, on va se structurer à cette minorité consciente pour commencer et essayer de balayer, comme vous venez de le dire, toutes ces personnes pour amener à la tête de notre pays une nouvelle génération de leaders politiques qui ont une vision claire et qui ont une vision claire pour le Congo et pour cette jeunesse qui est abandonnée à notre propre sort, parce que nous avons un sérieux problème et qu'avec les gens à la tête de notre pays, on ne va pas s'en sortir. Il est temps. Et où êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour commencer et booster, essayer de vous mettre ensemble, de mettre ensemble cette minorité consciente pour un peu balayer et mettre cette minorité-là au travail pour l'intérêt de la nation et de notre peuple, parce que tous ces gens-là, aujourd'hui à la tête de notre pays, ce sont des toutous de vallée de l'Occident qui ont sémé les chaos dans notre pays, si je dois dire, depuis 1885 à aujourd'hui. Et les gens à la tête de notre pays aujourd'hui, ce sont des enfants, des traîtres qui sont récompensés par les impérialistes occidentaux. Où êtes-vous et quand est-ce que vous allez commencer ce travail et quand est-ce que vous allez vous mettre devant pour travailler pour votre pays, pour en finir avec ces toutous corrompus, complices de la situation qui se passe dans notre pays? Merci. Ok, je pense que je vais répondre à la sœur. Hein. Ok. Alors déjà, je pense qu'il y a un frère qui a induit beaucoup de gens en erreur, c'est le frère Isaac. À quel moment est-ce que Fortify aurait dit, vous lui prêtez des propos qu'il n'a absolument pas tenus? La question est la suivante. Est-ce que nous devons remplacer un système qui est problématique de façon systémique?
de façon structurelle? Est-ce que nous devons éviter de reproduire les mêmes choses en se retrouvant avec le même type de dirigeant et donc de juste demander qu'une personne parte comme si le problème était dû à un individu, ce qui n'est pas le cas? Et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer derrière. Il n'a pas dit qu'il voulait que Félix Tshisekedi soit maintenu au pouvoir. C'est important de le dire. Ensuite, je voudrais quand même rappeler, on a eu au moins 1h30 d'exposé de Patrick Mbeko qui explique la complexité des relations internationales, la complexité des rapports entre les pays, des questions géopolitiques, et on voit que il y a des nuances, il y a une compréhension beaucoup plus profonde, et qu'il faut comprendre aussi qu'en fonction des époques, il y a des ajustements qui se font, des positionnements qui changent. Vous imaginez bien, et je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, que vous avez déjà lu les ouvrages de Patrick Mbeko, c'est quand même des milliers de pages qui sont remplies de conscientisation, justement. Ce sont des tas de conférences que nous pouvons donner avec Fortify, etc. Donc, quand vous dites que c'est quand qu'on va commencer ce travail, moi, je vous avoue que je suis un peu... Je ne comprends pas très bien, parce que d'un côté, vous expliquez bien que nous faisons ce travail, et puis de l'autre côté. Alors, ensuite, évidemment, que dans un combat aussi compliqué, aussi complexe, avec autant de force, avec autant d'ennemis, il y a des stratégies dont on ne fait pas part. C'est pas ici sur un live TikTok qu'on va commencer à exposer tout ce qu'on est en train de faire. Je pense que tous les Congolais sont en train tous les Congolais conscients, qui comprennent qu'il faut se lever, travaillent d'une certaine façon, et vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme synergie. Et c'est pas du tout l'endroit pour parler de certaines choses. Mais je pense que vous devez vous devez vraiment essayer de vous dire que il faut garder beaucoup de froideur quand on travaille sur le sujet. Il y a aussi le frère, je pense qu'il vient d'Afrique de l'Ouest, qui a exposé des tas de choses en disant que voilà, il fallait un président patriote, etc., une personne qui va prendre le pouvoir, mais ça se passe pas évidemment comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mélangés et que toutes les situations sont trop décomplexifiées. Nous, on a 30 ans clairs de génocide avec des éléments qui complexifient à chaque fois. Chaque fois qu'on avance en année, on a une complexification du problème et un monde qui évolue. Donc, il y a des tas d'ajustements qui se font et qui font qu'aujourd'hui, on peut pas juste venir avec un exemple de l'AES, un exemple du Sénégal, un exemple de... Non. On doit... Vous devez vraiment essayer chacun de prendre du recul et de vous dire que dans votre analyse, il y a des tas d'informations qui doivent absolument entrer dans la compréhension globale que vous pouvez vous faire pour vraiment essayer de poser les bonnes questions. Alors, concernant l'inquiétude de la sœur, encore une fois, il faut que ce soit bien clair. Je crois que me concernant, je le martèle assez souvent si vous me suivez, et je pense que c'est aussi très clair pour Fortify. Nous, on a un objectif. On a un objectif, on a un combat qu'on est en train de mener et on s'arrêtera pas jusqu'à ce que, je veux dire, ce sera jusqu'à notre dernier souffle. Et on sait que le combat qu'on engage, les plans qu'on est en train de faire, la vision qu'on a, la stratégie qu'on met en place, c'est pas une stratégie d'une seule génération. Ça pourra mettre plusieurs générations. Donc, j'ai pas envie de dire faites-nous confiance, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un travail de fond qui est fait et qu'il faut pas aussi se méprendre de ce que vous pouvez entendre. Il y a une différence entre dire nous estimons que Félix Tshisekedi doit rester au pouvoir. Je ne pourrais jamais dire une chose pareille. Moi, je ne suis absolument pas du tout pour ça et je ne pense pas que c'était le propos de Fortify. On explique juste aux gens que on ne peut pas. Moi, je me rappelle de toute cette campagne Kabila dégage après 18 ans de pouvoir. Mais après 18 ans de pouvoir, ça avait commencé déjà évidemment bien avant. Mais pour moi, c'était une campagne qui était un peu creuse. Parce que on peut pas juste s'arrêter à cette phrase-là. Ça ne fait aucun sens. Quand vous dites une phrase comme ça, mais évidemment, étant donné qu'on n'est pas un pays souverain, vous savez que derrière ce qui va se passer, c'est simplement la perpétuation d'un système. Et c'est ce système-là qu'on doit combattre. Et c'est pas, ce sont des stratégies quand même qui sont assez complexes. Donc on peut pas... Déjà, alors j'allais dire on peut pas en parler comme ça n'importe où, mais de toute façon, je pense que vous avez assez d'écrits
et vous avez peut-être pas encore pris le temps de tout lire parce que ça met du temps. On sait que c'est difficile parfois de prendre le temps de lire, d'aller au bout des choses, surtout quand c'est des textes qui sont lourds, qui parlent de géopolitique. Mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies qui sont exposées. Et donc, il faut quand même doser un petit peu, je pense, quand vous nous posez cette question de qu'est-ce qu'on fait. Il y a un gros travail qui est fait. Et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui qu'on ait cette rencontre sur TikTok et que je pense que vous puissiez un petit peu aussi nous recadrer. Moi, j'exprime à chaque fois clairement des solutions. Le travail qui est fait sur le terrain par Fortify, par les autres militants, c'est pas un petit travail, c'est des grosses prises de risque. Et concernant aussi ce questionnement de dire mais pourquoi est-ce que certains sont hors du pays? Mais écoutez, je veux dire, on va pas aller se sacrifier dans les geôles de Tshisekedi. Il faut quand même aussi être un petit peu logique dans la réflexion. Donc il y a des moments pour faire certaines choses et voilà. Donc il faut faire preuve de stratégie. Et on peut tout à fait en discuter d'ailleurs en aparté. Moi, en général, je réponds beaucoup aux gens en aparté. Oui, Fortify. Non, c'était simplement pour dire que je comprends bien l'inquiétude de ma très chère sœur. Et d'ailleurs, il faut pas se mentir, honnêtement, il y a 10 ans, on aurait tous réagi de la même manière. Parce qu'on a tous cette passion pour le Congo, on a tous cet amour, on veut que les choses puissent aller beaucoup plus rapidement. Sauf que, comme je le disais, la politique, c'est l'art des réalités. Il faut partir des réalités pour construire une stratégie politique qui va nous guider vers la souveraineté totale et complète. Et je n'étais pas en train de dire évidemment qu'il faut laisser Tshisekedi au pouvoir. Ce n'est pas le discours que je tiens. Ma très chère sœur Maud est aujourd'hui une exilée politique. Moi, ici au pays, je suis bâillonné. On m'a arrêté plus de 2 fois. Donc, on peut pas parler de désespoir s'agissant de nous autres. C'est un combat qu'on mène, c'est un combat que nous respirons, que nous aspirons et que nous inspirons. Alors maintenant, il faut que nous puissions mettre en place, et je pense que ce travail-là sera fait et on le dira dans le prochain mois, dans le prochain jour, quand on réussira à le concevoir comme tel, il y aura tout un espace de réflexion qui sera justement conçu pour permettre à tous les esprits de la nouvelle génération de pouvoir d'abord concevoir un projet politique et qui va justement, d'ailleurs dans les livres que je sortirai dans quelques mois, je parle de l'assaut rusé du léopard, une stratégie pour la nouvelle génération. Il faut de la ruse, il faut de la stratégie, c'est tout un processus, il faut maîtriser l'art de la guerre parce que en face de nous, nous avons des entités qui ne laisseront pas que nous puissions justement prendre le levier du pouvoir. C'est tout. Et il faut très bien comprendre aussi, parce que j'ai vu beaucoup de frères parler de la Russie, de la Chine. Moi, dans ma réflexion, j'ai toujours vu le Congo comme une puissance, comme une future puissance mondiale. D'ailleurs, potentiellement, nous sommes une puissance mondiale. Et lorsque vous avez cette conception de votre pays, vous ne pouvez pas tomber dans le piège de l'alignement. Le Congo n'a pas pour vocation d'être le réservoir d'une quelconque puissance. Bien sûr qu'il arrivera un moment où il sera important pour nous de coopérer avec chaque État en fonction de nos intérêts, d'accord? Mais cela doit être fait, doit être pensé au préalable. C'est toute une doctrine qui guide les actions politiques. C'est toute une stratégie qui guide vos positions politiques. Cela recommande de la patience, de la froideur. C'est toute une intelligence qu'il faille mettre en place. Et d'ailleurs, c'est aussi le lieu d'inviter tous les jeunes de la nouvelle génération qui pensent qu'on peut faire bloc ensemble pour que nous puissions justement mettre en place un espace qui va faciliter justement les connexions. Voilà. Oui, monsieur Mbeko. Non, moi, j'ai pas de réponse. Je pense que l'essentiel a été dit. Je pense qu'on va clôturer avec elle. Est-ce que vous avez une dernière question, jeune Congolaise? Parce qu'on est arrivé à terme. C'était vraiment... on a fait pratiquement 3 heures de live. On était censé faire 2 heures. Une dernière question. Bon, je sais pas si ça doit le concerner, mais je pensais aussi, comment est-ce qu'il faut faire pour nous sortir de là, de l'EAC, en fait? Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'importance de rester dans l'EAC, en fait. Merci.
Oui, je pense que d'abord, pourquoi est-ce qu'on a intégré l'EAC? De mon point de vue, c'était une erreur. Bon, ça, c'est arrivé parce que le président Tshisekedi voulait renforcer les relations avec le Rwanda, comme je l'ai expliqué, et puis les autres pays de l'Est africain. Mais c'est une erreur dans la mesure où le Rwanda, l'Ouganda et surtout ont des velléités vis-à-vis de la RDC. De mon point de vue, ce n'était pas un bon calcul. Maintenant, faire partie de l'EAC en soi comme politique de positionnement ne me pose pas problème. Encore une fois, c'est à la RDC de définir ses priorités et ses axes de coopération. Et quand on appartient, quand on intègre l'EAC pour faire plaisir à un certain nombre de pays, cela pose problème. Et je crois qu'au regard de la situation actuelle, la RDC aurait dû, oh mon Dieu, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a ce truc qui se, attends, excusez-moi, mais On t'entend. ah, On ok. t'entend pas. Ah, ok, parfait. Oui, de mon point de vue, je pense que la RDC, pour l'instant, devrait suspendre d'ailleurs sa participation à l'UAC parce que ça ne lui apporte rien du tout, en réalité. Économiquement, ça peut être profitable, compte tenu des relations commerciales entre la partie est du Congo et justement les pays de l'UAC, mais de mon point de vue, compte tenu de la conjoncture là actuellement, avec tout ce qui se passe, la RDC devrait suspendre en fait sa participation à l'UAC. D'autant plus que la plupart de ces pays-là ont des velléités vis-à-vis de la RDC et comptent utiliser l'Est congolais comme déversoir et non comme espace de coopération. Maud, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? Bon, ce que je pense que ce que j'avais envie d'ajouter après avoir surtout entendu l'avant-dernière intervention de Patrick, c'était de rappeler à tout le monde justement que c'est tellement complexe aujourd'hui ce qu'il se passe, les relations internationales, la géopolitique mondiale, que c'est vraiment important que les personnes essayent un maximum de pouvoir se renseigner. Et ça, c'est aussi un message parce que ce live de ce soir, ce n'est pas un live dans lequel je pense qu'on a une majorité de Congolais. Il y a peut-être une majorité de Congolais qui commentent. Mais il faut vraiment que les Africains essayent de comprendre la situation congolaise avec du recul, en prenant le temps de revenir à la source pour vraiment essayer de comprendre les dynamiques. Et bien entendu, pour les Congolais, parce que je pense que c'est, bien entendu, nous on fait la promotion d'une solution panafricaine. Je pense que le Congo s'en sortira, bien sûr, grâce à ces enfants qui vont se lever, qui ont en tout cas cette volonté de se lever, parce que personne va transformer le Congo à notre place. Mais je pense qu'on est obligé, dans nos alliances, c'est vraiment très important de pouvoir les faire avec d'autres pays du continent. Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir voir à quel point est-ce que le panafricanisme peut avoir un apport crucial en réalité dans la sortie de crise du Congo et dans l'arrêt de ce génocide qui dure maintenant 30 ans ou même d'ailleurs plusieurs génocides. Je voulais aussi rajouter par rapport à la question de la sœur, par rapport aux forces de East African Forces, c'est vraiment... On a vu comment est-ce que quand le Kenya est entré sur le territoire congolais, quelques mois après, il s'est découvert tout d'un coup des minerais aussi, des minerais précieux qui n'existent que chez nous, qui s'en découvrent aussi au Kenya. Voilà, c'est vraiment, comme on a dit, ce ne sont pas des forces qui agissent pour pouvoir protéger d'autres pays, ce sont des forces qui sont des nations qui ont leurs propres intérêts. Donc il faut vraiment qu'on puisse réfléchir à ça à chaque fois en profondeur, voir si économiquement il peut y avoir des intérêts, mais avoir des intérêts économiques, ça veut dire aussi que nous, à l'interne, on a mis en place des infrastructures qui vont nous permettre de dealer d'égal à égal avec les forces qu'on a en face de nous. Quand on a demandé à Ruto de quitter le territoire congolais, il a dit ben non, je vais pas le quitter, je partirai quand j'aurai envie de je partirai quand j'aurai envie de je partirai quand j'aurai envie de quelque chose, et ça c'est toujours un problème de leadership. Donc moi je
je crois profondément que il y a quelque chose à faire tout de suite et qu'en effet, chaque jour qui passe avec ce pouvoir-ci, ce sont des jours qui nous rapprochent de la disparition de cette nation. Donc, et puis il y a quelque chose avec lequel je voudrais finir. Je pense qu'après ça, je ne vais plus prendre la parole, mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce qui fait une nation, c'est les Congolais. C'est-à-dire que la nation congolaise n'est nation que parce qu'il y a une volonté des individus congolais. Donc, avant d'aimer le Congo, c'est d'abord les Congolais que nous devons aimer, et c'est protéger les Congolais. C'est ça qui doit nous animer, de nous protéger en tant que peuple pour pouvoir se dire qu'on protège la nation. Et malheureusement, je trouve que une des choses qui a été la plus réussie par la colonisation, par l'esclavagisme, etc., c'est de faire en sorte qu'on se déteste entre nous. On est vraiment capable de se faire les pires crasses. Comme on ne s'aime pas nous-mêmes, on a du mal à aimer nos semblables. On a du mal à aimer nos compatriotes. Or, c'est une des premières étapes pour pouvoir aller à la guerre et se sacrifier pour une nation. En réalité, on se sacrifie pour les autres Congolais, pour les mamans, pour les enfants, pour les papas qui sont peut-être dans une situation peut-être plus compliquée. Et c'est vraiment se dire, voilà, comment est-ce que je vais agir comme un patriote pour les miens, pour préserver les Congolais qui vivent sur ce territoire, ou même qui sont en dehors, mais en tout cas, pour préserver ce peuple congolais. Cette notion de peuple congolais, on doit vraiment la revisiter, se la réapproprier et comprendre que c'est pas normal les comportements aussi qu'on a les uns envers les autres. Il suffit de voir à quel point ça peut faire rire et à quel point les gens se précipitent pour aller assister à des scènes de justice populaire. Vous avez des dizaines de personnes sur une seule personne. Nous avons des comportements qui ne sont pas normaux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose. Repositionnons-nous. Comment est-ce qu'on perçoit les autres Congolais, ceux qui sont à 2000 kilomètres? Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui va faire que nous allons agir les uns pour les uns pour les autres? Voilà. Fortifie, est-ce que tu as une chose à ajouter? Mais rapidement pour mon dernier propos, je pense que on doit tous prendre conscience que nous sommes face à un tournant historique. La génération politique qui a dirigé le Congo depuis la conférence nationale souveraine est en train de perdre le pédale. Le régime est à l'agonie. Nous avons une opposition aussi qui est en perte de vitesse. Et il y a tout un boulevard pour la nouvelle génération. Et lorsque vous êtes dans un boulevard, le plus important, c'est aussi d'avoir un bon contrôle sur le volant. N'est pas simplement le carburant, parce que le carburant, c'est la volonté politique, mais il faut avoir le contrôle sur le volant, sur le gouvernail. Et le gouvernail, c'est la vision, c'est la pensée politique, c'est la doctrine politique que vous portez. Et c'est là même le travail que nous effectuons tous ces derniers mois, c'est de mettre en place ces projets. En tout cas, ne cessons pas de discuter avec sincérité, de discuter avec honnêteté, de discuter avec froideur pour trouver des solutions véritables. Parce que le Congo est grand, comme disait le Momba, il exige de nous de la grandeur, et la grandeur, c'est dans la pensée, c'est dans la rigueur scientifique, mais c'est aussi dans notre façon d'entrevoir l'avenir de notre pays. Donc voilà un peu mon dernier propos par rapport au live. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Mbeko. Merci Maud, merci Fortifie. J'espère qu'on va refaire ce live une prochaine fois. Quand même. Avec plaisir. Avec plaisir en tout cas. Parce que je pense que c'est un sujet d'actualité, il faudra en parler. Malheureusement, beaucoup de médias n'en parlent pas, c'est quand même triste. Et moi, je pense que je te l'avais dit la dernière fois, Maud. Pourquoi ne pas organiser des lives, des débats constants sur la RDC? Parce que je pense que les gens doivent être au courant de ce qui se passe. Tout à l'heure, on a parlé d'armer cette jeunesse, de les pousser à avoir cette conscience collective. Je pense aussi que ça commence par là. Il faut qu'on ait une forme de planification en termes de, que ce soit de contenu, de live. Enfin, c'est une proposition. Ça fait 3 mois, Maud. On en a parlé, mais on ne l'a pas fait. Donc, je pense que, Patrick, si on pouvait refaire ce live même dans 2 semaines, dans 1 semaine, ou même dans 1 mois, ça nous arrangerait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ici.
Même en commentaire. Pas de souci. Maud, c'est comment me joindre. D'accord. Fortifie. Toujours disponible, mon frère. Toujours disponible. Toujours. Toujours. Bon, de toute façon, alors, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Dani, pour ta plateforme. Ah, c'est pour la lutte, hein. C'est logique. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci. Merci.